Donc, c'était l'appel de la prière du coucher du soleil de Maghreb selon l'heure locale du quart d'heure. Donc, aux actualités qu'on a aujourd'hui, il s'agit de comment l'Égypte essaye de coordonner la position des Arabes, que ce soit les Arabes des pays du Golfe ou quand même les Arabes du Maghreb en général, notamment le pays du Maroc, et ça dans le cadre des rencontres tenues par M. le ministre égyptien des Affaires étrangères lors de sa participation à cette 164e session du Conseil de Ligue arabe. Donc, pour avoir plus des explications, j'ai actuellement en ligne de l'intérêt international Monsieur le général docteur Saïd Fathi. C'est un, bien sûr, expert sécuritaire, mais aussi politique. Notre cher invité de marque, toujours vous êtes le bienvenu sur l'intérêt international. Bonsoir, Monsieur Hami, merci beaucoup. Bonsoir et merci pour nous rejoindre à travers la ligne de l'intérêt international. J'ai une question principale, l'importance de coordonner dans ce moment crucial, l'importance de coordonner les positions des pays arabes face à deux différents dossiers cruciaux, notamment face à ces agressions, l'extension des agressions israéliennes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Je crois que nous tous, nous rappelons de ce qui s'est passé pendant la guerre de 73. Tous les pays arabes se sont réunis à un seul but. Ils se sont complètement rassemblés, bien sûr, pour donner une grande puissance, une main claire à notre patrie, à l'Égypte, pendant la guerre de 73. Tout d'abord, il faut constater que le roi Faisal a pris une décision avec tous les grands responsables du Golfe d'arrêter, bien sûr, de passer le pétrole ou de permettre de transporter le pétrole dans les pays et surtout les pays qui aidaient Israël. Et je dois dire d'une manière franche et claire, c'était exactement les États-Unis. Oui. Pendant cette période-là, nous avons constaté ce qui se passait, bien sûr, que, bien sûr, après 2 semaines d'une bataille, d'une très grande bataille qui a eu lieu pendant cette période-là, l'Égypte, bien sûr, a réussi à faire beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et jusqu'à que eux-mêmes, les Israéliens eux-mêmes, avec tous les aides qu'ils ont été présentés par les États-Unis, ont demandé eux-mêmes d'arrêter cette guerre-là, car ils ne pouvaient pas continuer avec l'aide des pays arabes et bien sûr la force et la puissance et l'intelligence de l'ancien président M. Sadat. C'est un point de vue très correct et très honnête en même temps. Tandis que les pays arabes se réunissent, ils pourront faire un bon travail et un bon boulot en même temps. Mais le problème, c'est actuellement que, comme nous constatons nous tous, que la plupart des pays ne sont pas acceptables à faire un travail commun, comme ils ont déjà fait depuis plus de 50 ans. C'est pour cette raison-là, je tiens à dire que sans la coopération et sans l'intervention des différents pays arabes qui doivent se réunir d'une manière juste et correcte, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, mais nous n'arriverons jamais à obtenir un bon travail. Chaque pays, actuellement, il pense à soi-même. Il ne pense pas à réunir tous les pays à faire quelque chose de bien pour l'avenir. Ce qui mène à dire, bien sûr, que la Ligue arabe, c'est une organisation qui doit jouer un rôle plus efficace, plus ce qu'il est en train de faire actuellement. Ouais. Nous voyons et nous constatons ce pauvre peuple-là qui a été écrasé depuis des dizaines et des années. Je ne peux pas dire les 2 dernières années seulement, non. Nous sommes dans une situation très, très, très grave depuis plusieurs dizaines d'années. Ouais. Ce qui se passe contre les pauvres peuples palestiniens, c'est quelque chose d'insupportable, incroyable en même temps.
Oui. Monsieur le général, en fait, l'analyse ou le fait de parler seulement de la cause palestinienne provoque beaucoup de colère et beaucoup de tristesse et de chagrin dans la rue arabe. Mais d'après votre parole, il y avait une position unie et des cartes dont a disposé la nation arabe pendant la guerre de 1973. Mais dans ces jours-ci, on trouve qu'il y avait des stratégies qui ont été évoluées, adoptées, que ce soit par les Israéliens, par leurs alliés, les Américains, pour faire face à toutes les cartes dont a disposé la nation arabe, notamment le pétrole. Et quand même, vous avez cité une chose très importante de la part de l'ex-président égyptien Anwar Sadat. Lors de son discours devant le Knesset israélien, après la guerre d'octobre 1973, il leur a dit, il a dit aux Israéliens, il faut renoncer aux illusions de force. Il faut renoncer aux illusions de la suprématie. Mais ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est bien sûr, il y a beaucoup des appels lancés de la part des parlementaires, des Arabes, de la part des Nations Unies, comme OCHA par exemple, qui a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade continue des opérations militaires israéliennes et au respect, appel au respect du droit international humanitaire, appelle à un cessez-le-feu, mais Israël fait la sourde oreille et fait l'extension de ses agressions contre les Palestiniens. Qu'est-ce que les Arabes possèdent actuellement? Quelles sont les cartes entre les mains arabes? On ne parle pas, plutôt on ne parle plus de 1973, mais on en parle de 2025. C'est une très bonne question que vous venez de poser actuellement. Et je tiens à dire une autre fois, bien sûr, sans la coopération et sans essayer de trouver les intérêts communs des différents pays, avec l'aide, bien sûr, des différentes organisations mondiales aussi, y compris la Ligue arabe, on ne pourra jamais faire quelque chose de bien pour l'avenir du monde arabe en général. Et d'une autre manière, bien sûr, il faut que ces pays se réunissent, comme nous avions déjà parlé, et comme nous avons fait, quand nous sommes plusieurs personnes, bien sûr, qui se tiennent à faire quelque chose du bien contre une autre personne, une seule personne, quelle sera la réponse? Ou quelle sera, bien sûr, on peut dire quelque chose de bien qui doit être passé. Quel sera le futur? Bien sûr, 4 personnes ou 5 personnes contre une seule personne, ce sont les 4 qui vont gagner. C'est une chose naturelle. C'est un petit exemple. J'essaie de parler d'une manière un peu facile pour essayer de mettre fin à ce que je veux dire. Si, quand on la volonté, les pays arabes, s'ils ont la volonté de bien faire quelque chose, du bien, pour essayer de résoudre le problème palestinien, ils n'ont qu'une seule chose à faire, qu'ils se réunissent ensemble et ils pourront faire quelque chose du bien pour le pauvre peuple palestinien qui souffre depuis des dizaines d'années. Ouais. Et il faut constater, bien sûr, et nous avons déjà constaté il y a quelques semaines, plusieurs pays européens eux-mêmes, y compris l'Angleterre, la France, bien sûr, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark aussi, le Suède, plusieurs autres pays, je ne veux pas citer tout le monde, mais ils ont pris une décision, bien sûr, que pendant la réunion, à la fin de ce mois-là, qui aura lieu aux Nations Unies, bien sûr, ils vont essayer de dire que nous sommes tous d'accord à la nomination d'un pays palestinien. Mais bien sûr, comme nous avons constaté que M. Trump, bien sûr, a donné des ordres, une structure de ne pas donner les visas à la délégation palestinienne qui devait se rendre là-bas pour participer. Ouais. Et si on peut le dire, il y a un autre objet. Comme nous savions que les Nations Unies se trouvent aux États-Unis et se trouvent aussi en Suisse, à Genève. Pourquoi on ne fait pas quelque chose de bien?
pour essayer de rassembler tout le monde, y compris les pays arabes. Je crois que, quand même... qu'ils se réunissent à Genève, au lieu d'aller là-bas. Oui, et je crois quand même que pour la première fois, à travers notre ministre égyptien des Affaires étrangères, on a critiqué le droit de veto américain. Le droit de veto qui, si je peux dire, fait obstacle à toute décision juste, notamment quand on parle de la cause palestinienne. Permettez-moi de dire, s'il vous plaît, quelque chose. C'est que, bien sûr, l'Assemblée nationale est une organisation indépendante. Elle ne doit pas être quelque chose, mais son siège se trouve aux États-Unis. Mais il y a une très grande différence entre la responsabilité des États-Unis et cette organisation. C'est une organisation indépendante. Il n'y a aucun pays, bien sûr, qui doit s'intervenir à ces travaux-là. Je crois, monsieur le général, je crois, entre deux guillemets, les Nations Unies sont, entre deux guillemets, indépendantes, mais financièrement et sont tout à fait dépendantes de la part de la contribution financière et économique apportée par les États-Unis. C'est pourquoi on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui marchent pour les intérêts des États-Unis. En tout cas, je dois vous remercier infiniment pour votre explication en ce qui concerne ces différentes dimensions de cette session, le 164e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Donc, comme je vous ai dit au début de cette édition, je crois que Gaza, avec les dernières déclarations faites par Donald Trump en ce qui concerne le fait de transformer Gaza d'une ville palestinienne à une ville ou à une station balnéaire comme Riviera ou un point immobilier pour attirer les billionnaires, les milliardaires du monde entier, ce n'est que plus ou moins une sorte de sa guerre économique et commerciale contre les Chinois. Parce que, aux yeux ou d'après des analyses, aux yeux des États-Unis, notamment aux yeux de M. Trump, Gaza représente un point stratégique dans cette guerre commerciale économique avec les Chinois. Justement, je dois vous laisser avec ce reportage. Les États-Unis commencent à ressentir les conséquences de la politique de Donald Trump. L'inflation accélère, l'activité se fait volatile. Donc, comment la politique brutale de Donald Trump a impacté de plus en plus l'économie américaine, alors qu'il a visé l'économie chinoise, c'est ce qu'on va savoir durant le prochain reportage. Commençons par le seul point positif, les recettes fiscales américaines bénéficient de la politique brutale de Donald Trump. Les recettes douanières américaines ont quasiment quadruplé au second trimestre par rapport à celles de l'an dernier à la même période, selon un récent rapport du Trésor américain. Au deuxième trimestre 2025, elle s'élevait ainsi à 64 milliards de dollars, soit 47 milliards de plus qu'en 2024. C'était d'ailleurs un objectif central de l'administration Trump d'augmenter les droits de douane pour financer les baisses d'impôts de la grande et belle loi budgétaire adoptée récemment par le Congrès. Cela sera malgré tout insuffisant pour réduire le déficit budgétaire et contrôler la dérivée de la dette publique américaine. Les autres effets visibles de la guerre commerciale sont encore moins positifs, tout particulièrement sur le front de l'inflation. Le dérapage inflationniste prend forme. D'ailleurs, dans les enquêtes régionales d'activité industrielle publiées par les réserves fédérales, les indicateurs de prix restent très élevés et montrent clairement l'effet des tarifs. La question d'une éventuelle récession américaine est donc toujours d'actualité, même si les derniers chiffres donnent le sentiment d'une certaine résistance, notamment au niveau du marché du travail ou dans les services. Cette évolution complique la mise en œuvre de la politique monétaire.
En fait, hier, l'administration de Donald Trump a saisi la Cour suprême pour trancher rapidement sur une grande partie des droits de douane qu'il a mis en place depuis son retour à la Maison-Blanche, mais qui ont été jugés illégaux. Encore une fois, qui ont été jugés illégaux par une cour d'appel. Donc, qu'est-ce que s'est passé? C'est ce qu'on va savoir ensemble durant le reportage suivant. Voyant menacer un vaste pan de l'offensive commerciale au cœur de son deuxième mandat, le président américain avait prévenu qu'il comptait saisir la plus haute instance américaine dont il a cimenté la majorité conservatrice par une procédure accélérée. Le document s'inquiète des effets néfastes sur les négociations commerciales menées par Washington de la décision rendue vendredi par une cour d'appel fédérale. Cette dernière a jugé que Trump n'avait pas le pouvoir d'instaurer une grande partie des taxes sur les produits importés qu'il a mises en place depuis son retour au pouvoir en janvier. Selon le texte du jugement, la loi confère au président des pouvoirs importants pour prendre un certain nombre de mesures en réponse à une situation d'urgence nationale déclarée, mais aucune de ces mesures n'inclut explicitement le pouvoir d'imposer des droits de douane et autres taxes, prérogatives du Congrès. La Maison-Blanche a accusé les juges d'avoir pris cette décision pour des raisons politiques, ajoutant faire appel de la décision. Depuis son retour au pouvoir en janvier, Trump a mis en place en plusieurs vagues de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux États-Unis. Celles-ci vont de 10 à 50% selon les situations et les pays. Le gouvernement s'inquiète notamment de perdre un levier majeur de pression sur ses partenaires commerciaux. La crainte de droits de douane exorbitants a poussé nombre d'entre eux, dont l'Union européenne, à s'abstenir de riposter et à ouvrir davantage leur marché aux produits américains. Pour plus